a-t-il d'étapes? Combien de temps dure le traitement de l'eau? Y a-t-il des produits chimiques dans ce procédé? Alors c'est une très bonne question. Il existe beaucoup de méthodes pour traiter l'eau. Pourquoi plusieurs méthodes? Parce que les eaux sont pas toutes les mêmes. C'est-à-dire que pour l'eau que vous buvez, elle peut venir d'où? De sources que vous avez en forêt, de bonne qualité. Elle peut être prise sous terre dans ce qu'on a appelé des nappes, donc des nappes d'eau qui souvent sont de bonne qualité, mais elle peut aussi très bien être prise dans la rivière. Et là, la rivière, on l'a dit tout à l'heure, elle est plus sensible aux pollutions, quand il y a des crues, des choses comme ça. Donc il existe vraiment beaucoup de méthodes différentes pour traiter l'eau, et que ça dépend de chaque qualité d'eau à la base. Je vais vous détailler deux exemples. Là, si on veut traiter de l'eau dite de surface, c'est-à-dire prendre de l'eau dans la rivière et vous la mettre au robinet, ce qui est le cas dans beaucoup de communes, comment on procède? Déjà, on prend cette eau et on la laisse tout simplement décanter. Décanter, ça veut dire quoi? On la laisse sans la toucher et les matières les plus lourdes, les cailloux, la terre, vient descendre au fond d'un grand réservoir et du coup l'eau qui reste au-dessus est une eau un peu plus claire, donc déjà un peu plus propre. Ensuite, cette eau un peu plus propre, on la prend et on la fait passer à travers des filtres. Les filtres, c'est quoi? C'est des gros filtres à sable. Donc il y a 5-6 mètres de sable d'épaisseur. Et à travers le sable très fin, les particules les plus fines vont rester accrochées dans le sable. Et donc ressort de l'autre côté du filtre une eau encore plus propre. Elle est encore plus propre, mais elle n'est pas potable. Après, on peut ou pas ajouter. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute avant la passoire du filtre à sable des produits chimiques qui permettent aux petites pollutions de se regrouper les unes avec les autres pour faire ce qu'on appelle un floc. On appelle ça un floc parce que c'est comme un flocon de neige en fait. C'est plein de petites molécules qui font un gros flocon de neige qui lui est suffisamment gros pour être retenu par le sable. Donc à l'issue de ça, l'eau, il n'y a plus de pollution en dessous. Après, s'il y a des pollutions très spécifiques, on a des traitements très spécifiques, mais elle n'est pas potable parce qu'il peut rester des bactéries. Et ces bactéries-là, on les tue comment? On les tue en mettant du chlore. C'est pour ça que parfois vous pouvez dire que votre eau a un goût de chlore, une odeur de chlore, mais ce chlore, il permet de tuer les bactéries et d'être sûr qu'il n'y aura pas de bactéries qui vont se développer dans les réseaux d'eau jusqu'à votre robinet. Donc voilà un des grands principes du traitement de l'eau. Maintenant, toutes les eaux sont différentes. L'eau de Saint-Miel n'est pas l'eau de l'Essai, elle n'a pas la même propriété. L'eau de Vittel est encore un peu différente. Et pour chaque eau naturelle que l'on trouve, on met le traitement qui va bien pour respecter les normes de potabilité de l'eau. Pourquoi l'eau n'est-elle pas totalement propre suite à la station d'épuration? Alors, pourquoi l'eau n'est pas totalement propre après une station d'épuration? L'eau, elle est propre, mais elle n'est pas potable après une station d'épuration. C'est quelque chose d'important à savoir, c'est que vos eaux usées, ce qui va dans les égouts, on le récupère. On a des usines de traitement qu'on appelle des stations d'épuration pour enlever toute la pollution, pour enlever les nitrates, tout ce dont on a parlé, la pollution organique, toute la pollution, les matières qu'il peut y avoir dedans. On enlève tout ça, mais l'eau n'est pas potable à la sortie. C'est pas l'eau que vous allez boire. L'eau que vous allez boire, elle vient de la nature, elle ne vient pas des égouts. Les stations d'épuration, elles prennent des eaux usées, elles enlèvent les matières polluantes et on remet ces eaux dépolluées dans la nature et la nature se charge après elles rejoignent les rivières et dans les rivières cette eau elle reprend libre cours et on ne pollue pas la nature, mais on dit qu'elles ne sont pas totalement propres parce qu'elles ne sont pas propres à la consommation, parce qu'il reste notamment des bactéries, mais les bactéries il en existe dans la nature, c'est pas grave. Est-ce que vous avez bien compris la différence entre une station de traitement des eaux usées et une station pour rendre de l'eau potable? Est-ce que tout le monde a bien compris que ce n'est pas la même chose, que les eaux usées, elles ne sont pas remises et retraitées pour devenir potables et que après vous buvez vos eaux usées? Si on n'utilise que 1% de l'eau potable pour la boisson, pourquoi ne pas utiliser une eau de moindre qualité pour le reste? Pourquoi ne pas utiliser une eau qui n'est pas potable pour ses toilettes? C'est vrai, après tout, personne ne va boire dans ses toilettes. On peut, et ça se fait de plus en plus, récupérer les eaux de pluie pour mettre dans les toilettes. Après, c'est déconseillé quand même pour la douche. Pourquoi pour la douche? Parce que dans votre eau de pluie, dans les récupérateurs d'eau de pluie qu'on peut utiliser, pourquoi pas pour les toilettes, pourquoi pas pour le jardin et la voiture, après tout elle n'a pas besoin d'eau potable non plus pour être lavée cette voiture, mais dans votre douche, vous allez retrouver toutes les bactéries qui sont dans l'eau avec, il pourrait y avoir des maladies, donc la douche,
on peut encore se dire qu'il vaut avoir une eau désinfectée de bonne qualité. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il faut s'encourager à utiliser d'autres eaux de moins bonne qualité, ce qu'on appelle des eaux grises, pas tout à fait propres. Mais pour les toilettes, c'est une très bonne idée, puis c'est une voie d'avenir. Pourquoi mettons de l'eau potable dans les WC? À l'origine, quand les réseaux étaient construits, les maisons, on n'a pas prévu de mettre. Les constructeurs de maisons ne prévoyaient pas, parce que ce n'était pas une politique environnementale de l'époque, de mettre deux réseaux, un réseau d'eau potable pour les besoins de cuisine et de douche, et un réseau d'eau non potable pour les besoins sanitaires des toilettes. Donc ça n'a pas été conçu à l'origine des maisons, mais les nouvelles maisons aujourd'hui, dans le cadre du développement durable, ont de plus en plus ces deux réseaux. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il y a encore de l'eau potable dans les toilettes, mais peut-être que dans 30 ans, si on discute à nouveau, ça ne sera plus le cas. Quelles sont les actions permettant de lutter contre la pollution des eaux et la lutte contre la pollution est-elle efficace? Bien, alors ça me permet de compléter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure sur les 3 types de pollution. Donc si je commence par la pollution des villes, donc les villes c'est nous, enfin je dis c'est nous. Un certain nombre n'habitent pas en ville, mais c'est quand même les humains, très directement. Les mesures, ce sont les stations d'épuration, et l'efficacité a incroyablement augmenté au cours des dernières décennies, et maintenant pratiquement toutes les villes sont équipées. Donc j'ai envie de dire, là tout n'est pas fini, il y a encore des petits progrès à faire, on y reviendra tout à l'heure, mais l'essentiel des actions à mener, c'est-à-dire mettre en place des stations d'épuration pour que l'eau qui soit libérée ensuite dans les rivières soit de meilleure qualité que quand elle arrive dans la station, c'est à peu près assuré. Sur l'industrie, donc les industries ont vraiment mis en place des opérations de récupération de leurs déchets, de traitement de leurs eaux en sortie d'usines, qui sont maintenant très efficaces. Et le troisième point sur la pollution agricole, donc pour lutter contre la pollution agricole, il faut mettre en place des cultures qui sont plutôt des prairies permanentes, où le mieux c'est la forêt, ou un peu moins mal ce sont des cultures, mais là il vaudrait mieux choisir la production sous forme d'agriculture biologique, ça évite de mettre trop de pesticides dans le milieu. Et la question est-ce qu'elle est efficace? Eh bien pour l'instant c'est dans l'agriculture qu'on a le moins de progrès. C'est-à-dire que je pense que c'est en agriculture maintenant qu'il va falloir qu'on travaille le plus pour que la lutte contre la pollution devienne efficace. Le système AgriVert en application à Vittel existe-t-il dans d'autres régions de France? Alors je vais déjà expliquer un peu. Donc AgriVert c'est quoi? C'est un tout petit groupement donc, de techniciens donc, qui se sont appelés AgriVert, qui dépendent de l'entreprise qui fait de l'eau minérale donc à Vittel, et qui ont mis en place avec les agriculteurs et la recherche, on a travaillé pas mal d'années là-dessus, un système de culture qui permet de protéger la qualité des eaux. Donc c'est de l'agriculture sans pesticides, c'est de l'agriculture avec très peu d'apport de déjection animale par hectare. Pour être encore plus précis, c'est pas plus de 10 tonnes de fumier par hectare. Et ça permet de protéger les eaux de façon très efficace. Alors maintenant, est-ce qu'il existe dans d'autres régions de France? À l'heure actuelle, il existe très peu dans d'autres régions de France. Alors je vais juste donner un exemple en France. Il y a un petit village qui s'appelle Montenoy, qui est exactement à la hauteur de Saint-Miel, mais à l'est, parce qu'il est en Meurthe-et-Moselle, par rapport à Saint-Miel. Et dans ce village, eh bien depuis 25 ans, un agriculteur s'est converti à l'agriculture biologique. Ces terres étaient sur le bassin d'alimentation de captage. Et depuis 25 ans, cette commune n'a aucun problème de pollution de l'eau. Et le maire dort tranquille tous les soirs avec aucun souci par rapport à la qualité de ses eaux. Alors je vais juste sortir de la France pour vous dire que la France est de ce point de vue-là très en retard par rapport à beaucoup de pays européens. Par rapport au Royaume-Uni, par rapport à l'Allemagne, on a vraiment beaucoup de retard. Et si vous voulez voir un exemple, vous allez sur le site de la ville d'Augsbourg, en Allemagne, qui a fait des choses assez remarquables sur la protection de ses eaux. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Laisserons-nous une eau de bonne qualité aux générations futures ou pas? C'est une très bonne question. Et avant ça, on peut déjà dire qu'il n'est pas trop tard pour agir. Alors, on entend laisserons-nous, rien n'est fait, rien n'est décidé. L'eau,
Marc l'a dit tout à l'heure, elle est parfois ancienne et c'est pour ça qu'il faut agir dès aujourd'hui pour protéger la ressource en eau, pour protéger la qualité de la ressource en eau, que ce soit en intervenant comme on l'a dit tout à l'heure, sur la baisse des produits phytosanitaires, moins de pesticides. Mais donc, est-ce qu'on va laisser ou non une eau de bonne qualité aux générations futures? Je crois que la suite est à écrire et que ça dépendra des années à venir et de l'attitude qu'on aura tous envers ce produit particulier qu'est l'eau.